travaux. Comme vous l'a dit François Lopé, la prochaine table ronde va être essentiellement consacrée à l'élevage avec 4 intervenants. Je tiens à remercier les intervenants de la précédente table ronde, puisque je n'ai même pas eu besoin d'intervenir sur le temps de parole, qui a été respecté, largement respecté, ce qui nous a permis d'avoir des questions-réponses à la fin, et je pense que c'est le but de nos travaux. Donc je laisse la parole à François, qui va vous présenter donc, nos différents intervenants pour cette table ronde sur l'élevage. Donc nous allons terminer nos travaux du matin en parlant d'un sujet ô combien fondamental qui est celui de l'élevage. Je rappelle les propos de Torrey Firand hier et d'une phrase qui m'a marqué. S'il n'y a pas d'éleveurs, s'il n'y a pas de propriétaires, effectivement, les courses seront condamnées à moyen terme et certainement à long terme. D'où l'élevage, c'est effectivement la base de tout, à plus forte raison dans un pays comme la France, où beaucoup d'éleveurs sont également propriétaires et entraîneurs avec une filière très intégrée. Et donc nous allons faire un mix dans cette dernière table ronde entre la science avec la participation du docteur Anne Ricard qui nous parlera un petit peu de l'état des lieux en ce qui concerne la génomique et ce qu'on sait scientifiquement, ce qu'on peut espérer savoir à l'avenir. Nous aurons le témoignage de Christina Olsson en ce qui concerne la Suède et un petit peu l'état des lieux en Suède. Nous allons commencer par le témoignage du président des éleveurs néo-zélandais, donc un pays que nous, en Europe en tout cas, nous connaissons moins et qui va nous faire part de la situation de l'élevage de l'autre côté, au bout du monde. Et enfin, nous terminerons par le témoignage de Joël Allais, éleveur, propriétaire, entraîneur français, et non des moindres. J'aurai l'occasion de vous le dire tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'on respecte également, comme hier, parfaitement la parité dans ces tables rondes lorsqu'il y a 4 personnes, puisqu'il y a 2 témoignages féminins et 2 témoignages masculins. Et nous allons commencer par le témoignage d'Édouard Renel en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande. À vous, Édouard. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. I actually feel completely inadequate up here, and that my knowledge of breeding is very limited. My focus and my role at Harness Racing New Zealand is around the racing and maximising our revenues. So in order to give a talk on breeding, I consulted my Australian counterparts last night in terms of the best way to present this tonight. And they said to me, "What do you know about breeding?" And I said, well, there's a male horse and a female horse. They then pointed out to me with AI, that's not necessarily the case. So that worried me even more about how this presentation was going to go. I then said, any other ideas? And the idea they gave me was to try and demonstrate it with a couple of Evian bottles. Now, I've spent the whole night trying to think how I would do that. And I came to the conclusion that you should never ask Mr. Taranto and Kelly for advice at midnight. What I will briefly cover is just the trends in breeding in New Zealand that impact on racing. And although we're a small country, I think the trends that have happened with our numbers would be very similar to what's happened elsewhere in the world. Just a quick recap to give you an idea of the size and scope of racing in New Zealand. The number of mares that have bred have dropped, and from 2002 we're gone from 4,500 down to 3,000. So you can see that's almost a 33% drop. The positive statistic
amongst all those numbers there is the numbers of individual horses to race has actually been maintained and slightly increased. So we're actually doing a very good job, I believe, in using the racing population better, and it probably highlights that the quality of the breeding has increased as well. And the other crucial aspect is race programming and scheduling is crucial to how we maximise the use of that horse population. In saying that though, there is certainly going to be an ongoing challenge for us as an industry to meet our racing commitments if we continue with the breeding levels that they are currently. And it will probably require a reassessment of our current racing levels. Just touching on breeders' numbers, there's been a 21% decrease in 5 years in the individual breeders who have had activity in the industry. So 18% reduction in mares bred in that period, 21% decrease in breeder numbers. In terms of, just in terms of New Zealand, we basically have the two islands, North Island, South Island. The decrease we've had has been a lot more pronounced in the North Island. And we've had a 37% decrease in a 15-year period, sort of highlighting that there are also some regional issues at play. Recent changes in mares bred, you'll see there, it just further highlights the decline. What it does signal is that people are breeding more in partnership than what was previously the case. So the number of individual breeders has declined less than what the actual number of mares being bred are. So we then tried to do some research in preparing for this in terms of what's the activity, where are the declines occurring? Is it with our big breeders or is it with the breeders in the small to mid-range? And interestingly, when we looked at this, obviously the breeders who are breeding more than 15 mares are what we categorise as a significant breeder. Their level of activity, or the number of those individuals, is about the same over the last 8 years. If we, however, looked at the activity of the mid-range breeders and those with 5 to 9 mares, the decline's more pronounced. And that's why it's coming through and having an impact on terms of our numbers. And just to sort of emphasise our dependence on our breeders, our top 25 breeders breed 17% of our population. So we are very dependent on that group. So then we looked at doing some work around what's happening with our breeding, where are we spending the money. And what was quite apparent out of this, although the breeding numbers have decreased in New Zealand, breeders are spending more on the higher quality stallions. So there's been, if we looked at the number of stallions services where the breeders are paying more than 5,000 and then more than 9,500, those fees, there's more being bred at that level, highlighting stud fees have gone up, but also highlighting that people, although the numbers are down, the quality of mares they are, or the quality of stallions they are breeding to has increased. It's even more pronounced when we look at it in terms of trotters. Just as background, trotting probably represents about 25 to 30% of our activity compared to pacing. And looking at that, you can see that the number of service fees over 5,000 for trotters has increased 77% in the last 2 years. So what I touched on before is we're breeding less, but we're not spending less. If we looked at making some assumptions in terms of the spend, it's been basically consistent since 2003 in terms of the total New Zealand dollars when we convert it. Yes, there's more money being spent on trotting mares, but the pacing mares, it's relatively the same. So once again, we come back. Our breeding numbers are down, but the spend's about the same, highlighting that the quality of horses being bred is increased. Now, my gut feel is that would probably be similar elsewhere as well. So what conclusions can we draw from this?
no doubt we have lost a number of breeders, and that's going to be an ongoing challenge for us in terms of maintaining our racing population. Our top 25 breeders, as I say, they're about the same level, but what we've lost are the mum and dad breeders. The person with a mare in the backyard or out on the farm who are now not breeding as much as they did. Now, there's been a lot of economic issues there, and the price, the opportunity cost of land, people, subdivision, the urban drift in New Zealand has impacted on their available properties, and that is certainly having an impact in terms of our numbers. As I touched on before, our service fees, we are seeming to concentrate more at the top end, with quantity down but quality up. But one other key conclusion we have drawn from this is that stakes certainly drive breeding numbers. Back in 2006, 2007, we had quite a lot of growth in our stakes, which came from some tax changes that occurred, and also internationalisation, where we were exporting all our races to Australia. So as part of that, our funding did increase. For that 2-year period, our numbers did increase in terms of mares being bred. And the other thing that's crucial in New Zealand, if we looked at the owners of horses that are racing compared to the breeders, 50% of them have the breeder in the ownership of the horse when it subsequently races. So the breeders are a significant portion of our industry. I recently attended our breeders conference in New Zealand, and I actually almost got tarred and feathered in terms of our business plan that we have quite clearly states that the two value drivers in our industry are owners and punters. That if we don't have those groups, the industry will be in decline. If we can improve the value position of those two groups, benefits will flow to trainers, drivers and breeders. If there were no owners or punters to provide the income for the industry, there'll be no one for the people to breed their horses for. So in terms of Harness Racing New Zealand, we're always challenging our activities and viewing, can this enhance the position of owners and punters? Now, it was quite controversial when we say that to the breeders who believe their activities are important, and they certainly are, but we've got it from our perspective, those two key groups. If we don't have punters, there's going to be no income coming through that will fund the stakes in our racing. Just briefly now, I'm sure Dr. Ricard will cover this in a hell of a lot more detail than what I can, but at the same breeders conference there was an interesting presentation around genetics. Now, I know that was in the brief of what we to talk to here. I'll just briefly touch on some of the key points that were made in terms of some of the research that we were advised is being undertaken. And when I first considered this, it did sound very scary. But then when you gave it more consideration, you realise that some of the developments could be exciting and very useful to us in the future. Hang on, just go back one. They talk about some of the genetic studies being done around measuring the potential of from breeding of individuals for a particular trait, looking at the pedigree, the performance data, and the hereditability. And moving on, some of the other research being undertaken is around screening tests for single genes, panels of genes, breeding decisions, and training regimes. So where could that potentially help us in the future? Obviously in identifying horses with genetic potential to increase or decrease traits and offspring. If we can improve the health of our population, that's certainly going to help us from a racing perspective. Obviously, I understand there's been work undertaken in terms of research with the Thoroughbred Code around speed gene tests and elite performance tests, and there is potential for that to move on from a harness perspective to look at gait-related mutation, looking at tests around those, and there is some demand for owners for that. What are the opportunities for this? It all sounds great, but at the end of the day, we need to clearly define what our breeding goals are, communicate this to our researchers,
and work with the researchers, identify what we consider as important, and find out what benefits that can have in terms of our knowledge that we can use in terms of our racing population. A lot of talk is also made of genetics, and it is very, very useful and will be interesting, but that only highlights what a horse can potentially be. You can't lose sight of, at the end of the day, nutrition and training afterwards are two of the major determinants of what will affect the horse's performance. So knowledge around genetics is great, but it's cannot be used just in isolation. So as I say, hopefully Dr. Ricard will cover that in a hell of a lot more detail than I can, but I just thought it was worthwhile to outline some of that information from today. Merci Edouard, et la salle aura peut-être des questions à vous poser tout à l'heure. Nous allons continuer maintenant en remontant tout au nord, dans un beaucoup plus petit pays que la Nouvelle-Zélande. Donc à vous, Christina Olson, qui va effectivement nous donner, faire un point de la situation et de la politique de l'élevage en Suède. Ladies and gentlemen and friends, I just listened to Edward, and I realized that we have very much the same situation in Sweden about the breeders going down and covering numbers going down. And I'm not going to talk about that because it's a kind of depressing to talk about. And I'm starting another way to talk about how we can improve the interest for breeding, how we can work with the breeding question in a modern way to keep the interest up for the breeding. Because we are all reliant on good, healthy breeding, otherwise we don't have any horses to race with in the future. And I think in Sweden the breeders are very dedicated people. They're very much horse people. They love their things. They have been in the horse business for a very long time. And they are very much about a lifestyle, the breeders. And I think when we're talking about horses and races and things, I think it's among the breeders we found most passion, because they are really passionate about what they're doing, most of them, and they're really dedicated to that. And it's a little bit up to us to try to help them, to supply them with interesting things so they keep on in the future, because we need them. And I'm giving a little bit of examples what we're doing for the Swedish breeder. Some things maybe not important for you, but something maybe it's interesting to listen what we try to do in research areas and what we try to do with internet to help breeders and going forward with the breeding questions. In Sweden we do quite a lot of genetic analysis, and we have figured out that just about 60% of the improvement in the Swedish standard bred trotters are due to genetics. It's due to selection of the horses, and it's a kind of rough word, but it is like that, and we have to breed the horses that are aimed for the purpose that's good for all of us. It's not good to breeding horses that are not done for that purpose. And we use some different genetic tools to look at how do we develop the breed in Sweden. We do BLAP index analysis on all horses that are 3 years and older, and we present them for free on the internet page. And we do DNA analysis in very much the same way that you presented. And it was really interesting to listen, because I saw that some of the results that you have from the conference that's coming from Sweden. And one of the results that very much discussed these days is the genetic analysis for trotting ability with the A and C genes. Maybe not this useful for all horses, and it's most useful for cord blood trotters in Sweden, but it's a scientific result anyway. And we do also genetic analysis for sickness. We do for some sickness. We have seen that it's correlation between colors of horses and the way they use the sight, and we try to
use those genetic improvement as much as we can to improve the breed and get healthy horses. That's the aim of that. We have done quite a lot of calculating on inbreeding, and mainly it came from the cold-blooded trotter, because we have a little small population. We're very proud of it in Norway and Sweden, and we want to preserve it for the future. And then we really want to know how to breed the stallion and mare to each other, to not coming into narrow ground when all of them are related to each other. And when we started that work, we found out that inbreeding is also very actual in the standard bred trotter population, and we have done quite a lot of countings and research on that. We have looked at the heritability traits on racing results. Is the racing result, do they pass it further? Yes, they do. We can see here that the racing results is passing through the genes, and it does in a medium high or high way. So that says us that selection for racing results makes impact on the breed. And we can see that on the result of the racing horses in Sweden, horses born 76, they raced on average, it was a mare, 21.3 seconds. Now they're racing 17. It's more than 4 seconds in 30 years that it improved in racing times. And it's more than 1/10 of a second every year the horses are born. And that is big improvement. We have started a project last year, and all the breeders of Sweden that have horses on the sales are into this project. We want to learn how is the yearling supposed to look at to be good racehorses. And we examine all the yearlings on the sales, and we have done it on the linear scoring sheet due to the conformation. And the linear scoring makes it very easy to put in the computer for further analysis. And we also collected all the veterinary reports and x-rays of those yearlings. We have examined 500 yearlings last year, and we continue this year. And when it's finished, we're going to have almost 1,000 yearlings in the computer database. And we're going to do the analysis between conformation, soundness on the yearlings, and racing results. So in 2 years, I maybe can tell a little bit if a good racehorse has to be towed out, and if it has osteochondrosis in the hocks or anything like that. But we try to get knowledge about the yearlings and how we're going to breed the future racehorses. We have also done a lot of research, and we started that 2 years ago with the university about fertility of horses. It's very important for the breeders to know if the stallion is fertile or not. So now we have official statistics open for everyone about the fertility of stallions, number of covered mares on each stallion, number of covered mares with AI, transported semen, frozen semen, natural coverings, pregnancy rate in all over the season and in the first heat, and number of foals. So the mare owners could see here that if I pick this stallion, I may have to go to the stud to get the mare and foal. Or most of the mares in Sweden today are covered with transported semen, but some stallion doesn't work with it. And then the mare owners can see themselves, because we want to have one baby out of every covering. 2010, we changed the stallion evaluation system in Sweden. Before, we had a really strict system. The stallion was approved or not approved. A not approved stallion was not allowed to breed, was banned for breeding. It was very tough. 2010, we decided that we wanted to have a more free system that let people choose themselves, but we supply them with a lot of information that helps them to select the stallions for their mares. So now we have an information system, and we classify the stallions in 5 different expected breeding values due to genetic analysis. And we can tell that this stallion has a very high potential for breeding, and this has a medium potential, so forth. But the selection
does the mare owners themselves. And I'm going to show you what we supply them with. From the selection, they get a description of the pedigree of the horse. And if that's the product of the father, the mother line, and also what we think about the genetics on the mother line. And we look at all the progeny on the mother line and also on the father in every country, actually. We try to collect it. We present the total race career of the stallion, and we describe the races he's been starting in, and we present the 5 most earning races, and which age he won them, and which horses he competed against. And that's why we do that. We know that the racing results done late in life are less heritable than the young ones. They're passing on the genes better when young racing results. And we do very thorough health check on the stallions. We present BLAP index, inbreeding coefficients for them, and we X-ray them. And we present every X-ray findings on the stallions. And we also describe if they have some tendons, problems, and everything. It's 2 vets who checks every stallion, and everything they find is official for everyone. And we also describe the temperament of the stallion at the confirmation, because the mare owners want to know if the stallion is nice to be around. And we also describe the confirmation of the stallion very thoroughly. If it's toe out, if it's big stallion, it's a small stallion, so they can choose the stallion to their own mares. And then we present the expected breeding value. And all those things are on internet, on our homepage, so it's free for everyone. It's free for you too, if you can read Swedish. And then we have a stallion catalog that we sell to when we have all those results, and when the horses have been in breeding for some years, you have also the covering results here. Number of covered mares, the best offsprings, number of registered offsprings. You have also the name of the covered mares on each stallion last year, and a lot of statistics about baby races and starting percentages. We're working a lot with internet. We think that is the future, to provide the breeders with easy information on internet, so they can choose, but they have a lot of information. We are working together with an internet page called blodbanken.nu. We provide them with statistic data from the Swedish Trotting Association. And here you can do advanced test matings, so you don't have to mate your mare. You can do it in your computer before. And you can also ask for breeder's guide. And if you do the test mating, it comes out a lot of things that it's free, and it's on many languages, this page. You can use it in both French and English, I think. And then you get at least 5 generations of the potential offspring, and the generation interval, pedigree, how much French, American, Russian bloodlines, X factor, blood value, sire and dame crosses before, how it was succeeded before. And then you can choose a new stallion and put it into and see, okay, this was much better, I take this one instead. So you can do those fertile things without cover the mares. We're also working with our own homepage to get more information for the breeder, to get the breeding more interesting, to really excite the breeders. We need them. And we're going to do some new things on our own homepage this autumn. We're going to have a new page. Then you can pick out a stallion in Swedish breeding a certain year. This case, it was 2010. You can just put in 2010. You get all the stallions that have been in the breeding, the year they were born, the father of the stallions, and number of offspring registered in the Swedish stud book by that stallion.
And you can also dot on the father of the stallion. And for instance, you have Noble Victor here. So if you dot on Noble Victor, you get all the stallions that was in Swedish breeding by Noble Victor in 2010, a number of offsprings of them. And we also do the same for the mares. Here you have covered mares 2010. And the breeding value of that mare, the year she was born, the father of the mare, and the stallion she was covered with, and if it was any foal or not, or if the foal died, or if it was twins of the mare. And if you double dot on the mare's name, you get to a specific page for the mare with pedigree, racing results, and all the progeny of that mare. So you can go back and forth and select all those things in different way to help the breeders and keep the interest of them for breeding questions. And this was a little bit example of what we're doing to improve the breed and really keep them to continue to be passionate for breeding. Some of the horses are not as stiff as this one, but we hope that they're running fast in the future. Thank you. Merci Christina. On a bien compris que l'élevage est une affaire de passion et les inquiétudes effectivement que vous avez actuellement sur l'évolution du nombre des éleveurs et qu'il faut absolument conquérir et faire de nouveaux adeptes de l'élevage du trot, qu'ils soient de sang-froid ou de cool blood ou de sang chaud. Merci à vous. Nous allons revenir dans un domaine plus technique où Anne Ricard, qui est une spécialiste de la recherche génétique, va nous faire le point en ce qui concerne la France et les connaissances que nous avons sur un certain nombre de gènes héritables ou qui seraient héritables. Et donc, à vous, Anne, pour nous dire où en est la recherche par rapport à la capacité à transmettre l'allure ou non du trot, à identifier que tel cheval ou tel croisement pourra donner naturellement un cheval plus ou moins trotteur. À vous la parole. Je tiens à remercier déjà Monsieur Duloir et Monsieur Maupas de m'avoir invité ici, ainsi que la CCF, qui a permis la réalisation de cette étude. Je vais donc vous parler du gène DMRT3 et de son effet sur les trotteurs français. Tout a commencé par une brillante publication dans la célèbre revue scientifique Nature par une équipe suédoise menée par les professeurs Anderson et Kluvander. Leur équipe a montré l'importance du gène appelé DMRT3 dans la configuration des circuits neuronaux dans la moelle épinière. Et cette configuration régule les allures chez les vertébrés. C'est l'équipe suédoise qui a démontré l'importance de ce gène. Ce gène a d'abord été trouvé sur le petit cheval islandais. La mutation trouvée permettait de diviser la population en deux groupes. Un groupe qui était capable de marcher au pas, de trotter, de galoper, et de tolter, qui est l'allure spécifique du petit cheval islandais, et un autre groupe qui était capable de marcher ces allures, mais aussi de marcher à l'amble. Une mutation, c'est une différence dans l'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique, qui est constitué de différentes bases. Et la mutation, c'est la différence sur un point précis, qui en l'occurrence est localisé sur le chromosome 23. Le cheval, à cet endroit-là, a la base grand A, l'adénine, ou la base grand C, la cytosine. Et comme on a, comme tous les mammifères, deux copies de chaque gène, chaque cheval peut être soit grand A, soit grand A, grand C, soit grand C, grand C, pour cette mutation à cet endroit-là. Alors, ce qu'ont observé les chercheurs suédois,
c'est qu'il y avait une distribution des fréquences de ce gène très particulière, une configuration de la distribution de la fréquence du gène en fonction de la race du cheval. Ce qu'on observe, c'est que la copie grand C de ce gène est fixée dans toutes les races qui n'ont pas d'allure particulière, les races qui sont capables de marcher au pas, de trotter et de galoper, comme le pur-sang anglais ou le cheval de sport suédois. Tous les chevaux sont CC. Par contre, l'allèle grand A, la copie grand A, est fixée dans toutes les races qui ont des allures particulières, comme le Pasofino, comme toutes les races un peu exotiques qui marchent des allures très spécifiques, mais aussi chez les races qui avaient été sélectionnées pour la course attelée, comme le standardbred américain, que ce soit le rameau qui trotte ou le rameau qui amble. Tous les chevaux dans ces races sont 100% grand A, grand A. Mais comme on l'a vu, le gène présente quand même une certaine variabilité dans certaines races. Chez le poney islandais, là où le gène a d'abord été trouvé, puisque je venais de dire que les différences d'allèles permettaient de diviser la population en deux groupes. Donc la fréquence des grand A, des grand A grand C, des grand C grand C est différente chez les poneys islandais qui marchent aux 4 allures ou qui marchent aux 5 allures. Et aussi chez le trotteur français, où on observe qu'on a 4% de grand C grand C, un peu moins de 40% de grand A grand C et un peu moins de 60% de grand A grand A. Donc une fréquence très faible des grands C grand C, mais une répartition entre les grands A grand A et les grands A grand C. Donc ce gène semble avoir une incidence sur l'amble, comme il a d'abord été montré chez le poney islandais, mais aussi sur la capacité à trotter. Et c'est ce qu'ont montré, toujours dans la même publication, l'équipe de chercheurs suédoise. La différence des valeurs génétiques des BLUP, dont on vous a parlé dans l'exposé précédent, entre les chevaux qui sont AA et les chevaux qui sont AC, est très nette, avec un effet favorable pour les grands A, c'est la figure de gauche. Et en termes de gains en course, là aussi, les grands A gagnent plus d'argent que les grands A grand C. Suite à ce constat, la SECF s'est demandé quelle était l'influence de ce gène sur les performances des trotteurs français. Et nous a donc permis de réaliser une étude qui a été en fait conduite à partir d'un échantillon que nous avions déjà de chevaux dont on avait déjà les génotypes, qui était un échantillon qui avait été réalisé à l'occasion d'un projet précédent, le projet Gène équin, mené par le professeur Denoy du CIRAL, financé par l'ANR, l'INRA, la région Basse-Normandie et le fonds EPRON, et qui concernait à l'origine une étude sur l'ostéochondrose chez les trotteurs. Cette étude a été réalisée grâce à l'ECCF et représentait environ un peu plus de 650 chevaux. Alors, nos résultats sur cette population. Ce qu'on a montré, c'est que le génotype au gène DMRT3 avait une influence sur la probabilité de qualification, le premier test qu'on fait avant de rentrer en course pour les trotteurs. Les AA ont 47% de chances de se voir qualifiés, les AC 39%, alors que les CC n'ont que 22% de chances de se qualifier. Donc, un effet fort du gène, mais malgré tout, pas un effet tout ou rien. Il y a des chevaux CC qui se qualifient et des chevaux grand A qui ne se qualifient pas. Donc le gène a une forte influence,
mais ne permet pas de diviser la population entre les qualifiés et les non qualifiés. Ensuite, on a regardé l'influence de ce gène sur la probabilité d'être disqualifié, donc de rompre le trot lors d'une course. Là aussi, un fort effet du gène. Les grands A ont moins de chances d'être disqualifiés, 24%, par rapport aux grands A, grand C, qui ont une chance sur 3 de se disqualifier, et aux grands C, qui se disqualifient à peu près une fois sur 2. Donc même remarque, un effet très fort, mais là aussi, pas tout ou rien, puisque évidemment, tous les chevaux grand A, des chevaux grand A peuvent aller à la faute, et des grands C ne peuvent ne pas aller à la faute. Enfin, nous avons regardé l'influence du génotype de DMRT3 sur les gains en course. Sur cette figure, vous avez l'effet sur les gains en course. Le gain en course, là, est représenté par un indice standardisé. C'est le gain divisé par le nombre de places, transformé sous forme logarithmique. Et en fait, la mesure est une mesure standardisée de moyenne 100 et d'écart type 20, ce qui veut dire qu'en fait, 20 commence à être un gros écart entre les chevaux. Et là, ce que j'ai représenté, c'est, selon cet indice, la valeur moyenne des chevaux grand A, grand C par rapport à la valeur moyenne des chevaux grand A, grand A. Donc à 3 ans, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les chevaux grand A, grand C gagnent statistiquement moins que les chevaux grand A, grand A. Cette différence est de 5 points d'indice, donc c'est une différence statistiquement significative, mais pas non plus très importante. À 4 ans, les chevaux grand A, grand C gagnent à peu près pareil que les chevaux grand A, grand A. Et ensuite, à 5 ans, et on a vérifié après 5 ans aussi, les chevaux grand A, grand C gagnent en fait un peu plus que les chevaux grand A, grand A. Donc, un effet sur le gain en course qui est plus nuancé que l'effet sur la qualification. Et on voit même qu'après 5 ans, une fois que le cheval finalement a appris à trotter, voilà, a appris à trotter, les grands A, grands C semblent gagner plus que les grands A, grands A, qui étaient plutôt avantagés au départ. Donc ici, le gène d'MRT3 agit plutôt sur la précocité que sur l'attitude à gagner tardivement. Tout ça montre que si le gène DMRT3 a un fort effet, il y a bien sûr bien d'autres gènes, et les effets d'environnement évidemment, qui agissent sur la performance au trot. Donc nous avons aussi cherché si d'autres gènes avaient une influence sur ces différents critères de performance. Pour faire cette étude sur des autres gènes, on a fait un peu pareil que les Suédois. Ça, c'est la figure qui est publiée dans la revue Nature et qui a été le point de départ de la recherche du gène. Sur cette figure, en fait, on a le génotype non pas en un seul gène, comme DMRT3, mais en 50 000 points sur le génome. Donc, cette figure a 50 000 points. Les différentes couleurs, c'est les différents chromosomes. Et donc, en fait, tous les points sont rangés selon leur place dans l'ADN sur les différents chromosomes, le 1, le 2, le 3, et jusqu'à 32 chromosomes chez le cheval. Et en ordonnée, ce qui figure, c'est un test statistique. Plus il est élevé, et plus on a des chances que le génotype à cet endroit du génome a un effet sur le critère qu'on cherche à mesurer. Là, c'était la figure qui mesurait l'influence du génome sur l'attitude à ambler chez le poney islandais. Et le gène DMRT3, c'est le point qui est souligné en rouge avec une petite flèche et qui sort complètement des statistiques. On voit bien que les différences de génotype à cet endroit-là avaient un fort effet chez le poney islandais pour démontrer s'il était capable d'ambler ou pas.
On a réalisé le même genre d'études sur le gain par place chez le trotteur français. Donc la même chose, les différents points sur les chromosomes et le test statistique. Et là aussi, on voit apparaître différents points sur d'autres chromosomes que le chromosome 23, et donc sur d'autres gènes que d'MRT3. Donc il y a certainement d'autres gènes, et d'autres gènes éventuellement importants, qui agissent sur la performance au trot. En conclusion, pour le trotteur français, et pour ses perspectives de sélection, je vous ai mis un petit tableau pour résumer un peu qu'est-ce qui se passe quand on croise deux chevaux avec deux génotypes différents. Donc à gauche, les différents croisements possibles, entre un étalon et une jument qui serait grand A, grand A, grand A, grand C, grand A, AC, AC, AA, CC, AC, CC et CC, CC. Évidemment, quand on croise deux AA, on n'obtient que des AA. Quand on croise que deux CC, on n'obtient que des CC. Et puis, suivant les croisements, on obtient des pourcentages différents des différents génotypes AA, AC et CC. Ce qu'on peut conclure de l'étude, c'est qu'il y a effectivement un effet assez négatif de la copie C pour les chevaux qui sont CC. Effet négatif sur la qualification, effet négatif sur la disqualification et aussi un gain moins important, ce que je n'ai pas illustré ici. On a aussi un effet assez clair, négatif, pour les AC vis-à-vis de la qualification et de la probabilité d'aller à la faute. Même si, on peut le répéter là encore, ce sont des probabilités, donc on augmente ou on diminue ses chances d'être qualifié ou de se disqualifier, mais on n'a pas du tout ou rien, c'est-à-dire tous les chevaux grand A ne se qualifient pas et tous les chevaux grand C ne sont pas refusés à la qualification. Mais ce constat peut amener à vouloir éviter au moins d'avoir des chevaux grand C, et donc à éviter les croisements avec les chevaux grand C. Cependant, on a montré qu'on avait, après 4 ans, une différence de gain en faveur des grand A, grand C, et non pas en faveur des grand A, grand A. Donc on peut réellement se poser la question du maintien des chevaux grand A, grand C, qui ont peut-être autre chose ou un avantage, en essayant éventuellement d'éviter les croisements AC-AC qui donnent des grands C. Alors, ce qu'on ne sait pas exactement, c'est si ce résultat, quelle est sa portée exacte actuellement. Est-ce que c'est une fluctuation statistique? Parce que finalement, on ne trouve pas pareil que les Suédois. Les Suédois avaient trouvé que les AC gagnaient moins que les AA, alors que nous, on trouve qu'après 5 ans, ils gagnent plus. Fluctuation qui peut être un hasard. Hasard peut être dû aussi à des différences d'effectifs importants. Les Suédois, pour leur effet sur la réussite en course, n'avaient que 17 chevaux AC, alors que dans cette étude-là, sur le trotteur français, on en a près d'une centaine. Est-ce que c'est un effet biologique? Après tout, DMRT3 doit interagir avec d'autres gènes. On a montré qu'il y avait d'autres gènes en présence. Donc, il peut avoir un effet important sur les critères de précocité, trotter facilement, être qualifié, gagner à 3 ans, mais peut-être que c'est d'autres gènes qui interviennent de façon prépondérante pour trotter vite après 5 ans. Ça peut être aussi, finalement, la distinction entre l'amble et le trot. Au départ, le gène a été trouvé sur l'amble et pas sur le trot. Et puis on s'est rendu compte que ça avait aussi un effet sur le trot. Mais trotter et ambler, ce n'est pas la même chose. Et ambler pour un cheval qui doit trotter, c'est une faute. Donc il y a peut-être une différence vraiment fine à trouver dans l'action du gène entre trotter et ambler. Après, peut-être que ce n'est pas un effet biologique réel et que c'est peut-être un effet artificiel, dû au fait que comme on a plus de mal à faire trotter ces chevaux AC, peut-être qu'on est plus exigeant pour eux à 3 ans et à 4 ans, et qu'on garde que les meilleurs pour les faire courir à 5 ans et plus. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est en fait un effet artificiel qu'on a pu observer. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que le gène DMRT3 est important, n'est pas le seul gène intéressant.
Il ne faut pas vouloir sélectionner contre un gène au détriment de tous les autres gènes qui rentrent dedans. Donc il va falloir avoir une stratégie très fine pour gérer à la fois ce gène-là et les autres gènes. Et je pense qu'il faudra confirmer tous ces résultats sur des échantillons supplémentaires. Et je remercie une dernière fois à la fois la SECF qui a permis ce travail, mais aussi l'équipe suédoise de chercheurs qui a réalisé un travail vraiment très beau. Je vous remercie beaucoup, Anne, parce que vous nous avez effectivement fait un exposé très clair sur un sujet très complexe. Et la difficulté, effectivement, pour vous, c'est de vulgariser des choses qui, techniquement, sont très fines. Et vous y êtes parfaitement parvenu. Bravo. Dernier témoignage, celui de Joël Allais, que nous allons faire de manière un peu différente que les témoignages précédents, puisque nous allons le faire sous forme de conversation et d'interview. Joël Allais n'est pas un scientifique, Joël Allais est un homme de terrain, Joël Allais ne prépare pas de slides et ne connaît pas, je pense, le PowerPoint. Non, je suis un homme de terrain, comme vous le dites. Et par contre, j'ai pu constater que les scientifiques et nous-mêmes, hommes de terrain, nous nous rejoignons sur ce que nous pouvons observer au quotidien sur nos chevaux, que ce soit à l'élevage ou à l'entraînement. Et donc, tout ça, c'est fait pour s'entendre, pour progresser ensemble. Alors, que je vous présente de manière rapide et succincte Joël. Il est éleveur, propriétaire, entraîneur. Il a commencé au départ par entraîner des chevaux d'un propriétaire particulier qui était un très important propriétaire de la Normandie qui s'appelait Alfred Lefebvre. Il s'est mis aussitôt en exergue en façonnant en particulier un cheval difficile qui s'appelait Kaiser Trot, auquel il a fait gagner 3 prix du Cornulier. Et à partir de cela, il a commencé à développer sa clientèle de propriétaires pour devenir entraîneur public. À la fin des années 80, Joël Allais tombe sur un cheval qu'il entraîne et auquel il fait gagner plusieurs classiques qui s'appelle Sancho Panza. Ce Sancho Panza qui va rentrer au haras à partir de 1990 dans son écurie. Et à partir de 1990, Joël Allais va développer à titre personnel également son propre élevage. C'est l'élevage de Joël Allais. Tous les chevaux ont un affixe qui est celui de Rib. Rib étant le début du nom de son haras qui s'appelle le haras du Ribardon, qui est situé dans le nord de l'Orne. Joël a terminé 3 fois sur la 2e place du podium en tant qu'éleveur, 2e éleveur de France en 2008, en 2010, en 2011, et a donné effectivement 3 années de suite des chevaux classiques en France, entre autres Memphis Durib qui avait gagné coup sur coup le critérium des 3 ans et 4 ans. L'année d'après, Nikita Durib qui avait réalisé la même performance. Et l'année encore suivante, Joël nous a sorti cette fois-ci un cheval monté avec effectivement Juan Durib qui a gagné le prix du Cornulier à 2 reprises. C'est dire si la référence est de high level, est de haute qualité. Donc, ce que je vais demander à Joël, c'est d'abord, est-ce que vous seriez devenu éleveur si vous n'aviez pas eu un étalon auquel vous avez fait confiance, ou quel est le lien entre effectivement votre volonté de faire de l'élevage à plus ou moins grande échelle avec l'arrivée d'un étalon chez vous que vous aviez exploité, auquel vous croyez? Effectivement, je ne pouvais pas faire d'élevage auparavant parce que je n'avais pas les moyens financiers. C'est comme l'arrivée de Sancho que j'avais préparé auparavant en achetant des pouliches éventuellement pour lui confier ensuite comme pour faire des croisements. Et donc je n'aurais certainement pas eu d'élevage ou beaucoup plus tard si je n'avais pas eu l'arrivée de ce cheval exceptionnel qui était Sancho.
qui, lui, pour rappeler simplement ses performances, a couru 24 courses, on a gagné 22, est devenu ensuite un cheval tête de liste des étalons en France. Et donc, sans lui, certainement pas, je n'aurais pas pu obtenir ça. Et je me suis servi aussi de mon métier d'entraîneur, de l'observation que j'avais pu faire sur les pouliches que j'ai entraînées pour pouvoir les croiser. Alors, par rapport à cela, au niveau de la sélection de vos juments, avant de parler de croisement, quel type de juments, qu'est-ce que vous avez essayé de chercher chez vos juments pour les mettre à l'élevage? Quels critères avez-vous pris en considération pour effectivement les rentrer à l'élevage? Qu'est-ce qui vous fait dire cette pouliche-là, je vais la garder à l'élevage, ou cette pouliche-là, je ne vais pas la garder? Ou d'acheter à l'extérieur, parce que au départ, vous avez acheté à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous a fait acheter certaines juments à l'extérieur et pas d'autres? Essentiellement, j'ai repris des lignées maternelles de grande qualité. J'ai essayé de trouver dans mes achats, que ce soit à l'amiable ou dans les ventes publiques, j'ai essayé de trouver des pouliches de lignées avec des grandes mères. J'ai acheté la lignée de Jolinotte, la lignée de Cancanière, qui ont bien produit chez nous, la lignée de Vandel, qui est la plus marquante chez moi, avec Kefingus, qui était une jument qui venait de chez M. Serramaya. Donc, j'ai essayé de cibler vraiment mes poulinières, et ensuite, enfin mes futures poulinières, je les ai entraînées, donc je les ai mises à la compétition, et je n'ai gardé parmi elles que les meilleures. Je n'ai pas gardé les juments, même si elles étaient bien nées, qu'elles n'avaient pas d'aptitude à trotter. On peut avoir une jument qui ne réussit pas en course, mais qui nous a fait voir quelque chose d'important à l'entraînement. Elle n'a pas réussi pour diverses raisons. Alors, elle peut avoir des problèmes de santé, elle peut être un petit peu nerveuse ou autre, mais je n'ai gardé que des juments de qualité qui savaient trotter. Et vous n'avez jamais acheté une poulinière sans l'avoir testée à l'entraînement? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetiez des femelles, c'était des pouliches pour qu'elles vous passent entre les mains? Oui, même quand j'ai acheté des juments un petit peu d'âge, je les ai entraînées pour pouvoir voir leurs qualités, leurs défauts, pour pouvoir adapter les croisements qui correspondaient, parce que c'est ce qui, je crois, qui importe le plus. Ça rejoint un petit peu ce que nous a expliqué Anne Picard tout à l'heure. Scientifiquement, c'est vrai que nous, on l'avait constaté, mais par exemple, quand vous avez une jument qu'on appelle nous demi-ambleuse, celle-ci, elle est certainement AA dans sa génétique. Bien sûr, je ne l'ai pas croisé avec un autre cheval demi-ambleur. Je l'ai croisé avec un cheval qui, lui, était certainement AC parce qu'il était un petit peu plus trotteur. Et ce qui fait la différence, je reviens un petit peu parce que ça m'a très intéressé ce que vous avez dit. Dans le programme, je trouve qui sont américains, enfin qui sont issus d'origine américaine, qui sont AA, ils sont essentiellement exploités très jeunes. Que chez nous, on exploite plutôt des chevaux à partir de 4 ans et voire plus. Et donc, c'est les AC qui, après, prennent le relais. Et machinalement, c'est ce que l'on fait sans le connaître scientifiquement. Sans le savoir. Et c'est ce que j'ai fait, moi, avec mon élevage. Alors, après le croisement avec les étalons, alors, vous cherchez, pour vous, le potentiel d'une bonne mère. Vous nous avez dit, il faut qu'elle vous ait montré quelque chose à l'entraînement, même si elle n'a pas gagné en course, même à la rigueur. Est-ce que vous avez gardé, par exemple, des juments à l'élevage qui ne s'étaient jamais qualifiés? Non, j'en ai, oui. J'en ai une. J'en ai une. Mais sinon, non, j'ai gardé que des juments qualifiés qui avaient des aptitudes, qui ont pu avoir des accidents par la suite, mais sinon, celles n'ont pas d'aptitude, je ne les garde pas. D'accord. Donc, après, quel type de... par rapport à l'étalon, qu'est-ce que vous essayez de faire? Est-ce que vous essayez de faire des croisements contraires, c'est-à-dire de pallier une faiblesse de la mère ou des points faibles avec des points forts de l'étalon, ou est-ce que vous essayez de concentrer des points forts sur des points forts? J'essaie, comme tout éleveur, parce que c'est important de ne pas croiser les mêmes défauts. J'essaie d'avoir beaucoup les informations sur mes pouliches, je les ai puisque je les ai entraînées. Par contre, sur les étalons, on ne les a pas toujours. C'est là où j'ai apprécié que l'étude suédoise, madame, qui
qui amène une information importante sur les critères des étalons. Où là, les étalons, nous, on les voit un petit peu en course, mais on ne connaît pas vraiment le détail de son comportement avec l'homme, de la difficulté qu'a pu avoir l'entraîneur au départ pour le mettre à trotter. Et donc, j'essaie d'avoir ces informations-là. Et après, je fais mes croisements. J'ajoute aussi que le modèle, pour moi, est essentiel parce que le professeur Denoy nous l'a fait remarquer tout à l'heure, mais pour qu'un cheval puisse avoir une carrière, il faut quand même qu'il soit très très bien conformé. Parce que les efforts qu'on leur demande sont tellement importants que le modèle, les aplombs, la qualité du tissu, toutes ces choses-là sont importantes. Et le modèle plus important, vous attachez plus d'importance au modèle de l'étalon ou au modèle de la poulinière, ou autant l'un qu'à l'autre? Est-ce que vous gardez par exemple des juments qui avaient plein de qualités mais des défauts d'aplomb ou de modèle et que vous essayez de corriger après en choisissant le bon étalon? Est-ce que vous êtes un peu plus conciliant avec les juments, avec vos juments, qu'avec, en ce qui concerne le modèle, qu'avec les étalons? J'essaie de faire les deux, mais c'est vrai qu'on est... On peut, en tant qu'éleveur, on peut choisir ses poulinières dans leur modèle. Quand on va aux étalons, on est un petit peu, des fois on ne les connaît même pas trop. Et là, on a moins d'informations sur le modèle, surtout que maintenant on les voit peu, à part sur les hippodromes. Mais sur les hippodromes, vous ne pouvez pas détailler un cheval quand il est attelé, quand il est en compétition. Vous ne pouvez pas vraiment détailler son modèle. Et donc je sais, pour ça je suis très prudent dans le modèle de mes poulinières, parce que je sais qu'ils vont des fois à des étalons qui je ne connais pas très bien. Alors maintenant, parlons des croisements, des outcrossings ou des croisements franco-américains. Donc nous avons une race en France, trotteur français, qui effectivement a ouvert son studbook jusqu'à la fin des années 30, qui après l'a fermé, qui l'a réouvert dans les années 80 avec un protocole franco-américain, où il y a eu la possibilité d'avoir quelques croisements, à peu près une vingtaine de croisements chaque année, qui ont donné quelques juments et quelques chevaux, dont certains sont devenus des étalons de premier plan. Quel a été, à partir des années 90, au moment même où rentraient ces étalons franco-américains, quelles étaient vos croyances de l'époque? Qu'est-ce que vous avez fait? Et est-ce que vous avez évolué au fur et à mesure des années et des résultats entrevus en compétition? Bien sûr que comme l'apport de sang américain a été un plus, mais il faut se rappeler quand même que le trotteur français, lui, s'est construit depuis plus de 150 ans. Il s'est construit par différents apports de sang. Au départ, le trotteur français s'est construit sur ce qu'on appelait au départ, il y a 150 ans, des chevaux de service. Les courses ont commencé progressivement. C'est Braham Well qui a commencé à les faire. Ensuite, on a eu une personne, Louis Gauchois, qui a créé le studbook, donc qui a créé la notion de race et qui a créé la race trotteur français. Et cette race trotteur français est gérée depuis 150 ans avec beaucoup de précautions, beaucoup des ouvertures qui sont faites au studbook, mais qui sont très ponctuelles, qui sont très mesurées, de façon à garder toujours la notion de race. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, quand le trotteur américain est arrivé, je n'ai pas eu de chance, il est tombé en pleine concurrence avec Sancho Panza, qui aurait certainement été encore meilleur étalon s'il n'avait pas eu la concurrence des Franco-Américains. Mais je me suis quand même servi j'ai eu une opportunité. J'ai eu l'opportunité d'avoir une jument américaine que j'ai confiée à Sancho. Et elle m'a fait un champion, puisque c'était Elvis de Rossignol, qui lui après m'a fait Memphis du Rib. Donc c'est une continuité de la lignée Sancho avec du franco-américain. Donc je ne peux pas dire que le franco-américain chez moi n'a pas été utilisé. Si, il a été utilisé. Je dis que c'est très bien de l'avoir fait, d'avoir fait cette ouverture. Elle doit être mesurée, parce que la notion de race est extrêmement importante. Le trotteur français a bien sa spécificité. C'est un cheval qui est assez... qui, même quand il a des apports de sang extérieurs, reste un cheval qui
qui est à la fois précoce, parce que ça amenait un peu de précocité, mais aussi qui s'est duré dans le temps, qui est dur, qui est robuste, et qui fait c'est des carrières assez longues, parce qu'on a des chevaux qui courent jusqu'à 10 ans et voire plus. Donc c'est extrêmement important de conserver cette notion de race trotteur français, et donc les ouvertures ne peuvent être que ponctuelles. Je rappelle que Joël Allais est président de la commission d'élevage à la société Le Trot. Autre question, en ce qui concerne la politique du nombre, est-ce qu'un éleveur, pour réussir, vous avez démarré avec 5 juments, aujourd'hui vous en avez beaucoup plus, 25, 30, enfin vous allez nous dire, est-ce que pour élever des champions, enfin pour essayer d'avoir des champions, il faut partir il faut avoir du nombre, ou est-ce que c'est plus facile de sélectionner lorsque l'on a du nombre? Non, je ne crois pas. Moi, je me suis mis une limite, parce que si la quantité ne fait pas la qualité, donc j'ai limité mon nombre de poulinières à 30. Je ne les avais même pas en 2012. Je n'ai pas beaucoup de naissances cette année. J'en ai moins que les autres années. Mais c'était un petit peu volontaire, parce que je n'avais pas les éléments qu'il fallait. Donc je préférais je préfère limiter mon nombre. D'élever, ça coûte très cher. Donc d'élever et d'élever bien, ça coûte très cher. Donc à partir de ce moment-là, il nous faut absolument, pour moi, il ne me faut pas dépasser un certain nombre. J'ai un budget qui est attribué à l'élevage, donc aujourd'hui je tourne à peu près à 30 poulinières et à 5 étalons. Alors, quelle est votre position en tant, vous, président de cette commission de l'élevage, par rapport à un débat qu'il y a en France, où on dit qu'il y a peut-être trop de poulinières, ou pour inciter les juments à mieux sélectionner, les éleveurs à mieux sélectionner et donc à plutôt réduire. Est-ce que vous pensez que l'élevage, alors on voit qu'en Suède, il y a un problème de nombre de juments et nombre de vocations. En France, sur les 20 ou 30 dernières années, c'était plutôt un peu le problème inverse, c'est-à-dire on trouvait qu'il y avait un peu trop, c'est pas trop d'éleveurs, il y en a jamais, mais qu'il y avait trop entre guillemets trop de mauvais juments, ou il n'y avait pas assez de sélection. Quel est votre regard par rapport à cette problématique générale? La France a une grande chance. Elle a 7900 éleveurs, je crois. 7900 éleveurs, c'est énorme. Derrière chaque éleveur, il y a une famille. Il y a des amis. Donc toutes ces personnes-là font des turfis, amènent des personnes sur les hippodromes. C'est suivi, sont aussi en même temps des joueurs. Donc c'est extrêmement important d'avoir une base très ouverte de nombre d'éleveurs. Et pour beaucoup, c'est une profession, enfin, ou c'est une activité annexe à leur travail, mais c'est important d'avoir un nombre important d'éleveurs. Ce nombre important d'éleveurs avait amené une surproduction, puisqu'on avait à une époque près de 20 000 poulinières. Le plan cadre qui avait été prévu par le cheval français avait limité pour 2015 en réalité à 12 000 juments. Donc ma position était de dire 12 000 juments, ce n'est pas suffisant, c'est un risque important de manque de chevaux, et c'est aussi un risque important de trop pénaliser les petits éleveurs. Donc après débat à l'intérieur du cheval français, nous sommes parvenus à obtenir un chiffre de moins de 15 000, je regarde le président de Bellec parce que lui, c'est moins de 15 000 poulinières, c'est exactement 14 999, hein, n'est-ce pas, président? Et donc ça, c'est très important. Donc là, l'an dernier, on est parti, la mise à la reproduction, pour reconnaître, que ce soit pour une femelle ou pour un mâle, est très, très, très réservé, très, très mesuré. Je ne trouve pas tout à fait le mot qui convient, mais c'est quand même assez strict. Il faut avoir des critères de sélection importants, ce qui permet d'avoir aujourd'hui plutôt une baisse. L'an dernier, on a eu 300 juments de moins. Cette année, je pense que la baisse va continuer pour obtenir les 15 000 et moins de 15 000 juments souhaités. Mais je pense que la réflexion qui a été faite ces dernières années de se maîtriser à 15 000 est un bon chiffre. Est-ce qu'il est... on verra sur l'exploitation, sur le temps, si c'est suffisant.
Mais je pense que c'est ce que j'ai défendu, et bien sûr, je crois que c'est une excellente chose. Mais je veux surtout préserver le nombre d'éleveurs, parce que ça c'est important. À partir du moment où on a des éleveurs sur tout le territoire, nous aurons des personnes aux courses. Déjà les hippodromes se vident, mais si en plus de ça on perd les éleveurs, alors là je pense que c'est vrai, je rejoins tout à fait ce que monsieur a dit tout à l'heure, que là on a un risque important sur les courses. Je vais vous poser une dernière question. Le thème de cette seconde partie était quelle vision vous avez avez-vous tous du trotteur du 21e siècle? Est-ce qu'aujourd'hui, le meilleur trotteur, effectivement, en ce début du XXe siècle, c'est celui qui est fixé à peu près en France? Ou est-ce que c'est encore... est-ce que vous le voyez un petit peu plus précoce, encore un peu plus rapide? Enfin, pour vous, c'est comment va évoluer la discipline et ou vers quoi? C'est-à-dire, vous, aujourd'hui, pour être très pragmatique, quel type de cheval vous essayez de produire pour les 5 ans qui viennent? Le type de cheval que nous allons produire, c'est celui que le programme va nous demander. Alors, quel programme vous demandez? Le programme actuel était quand même très diversifié. On court au trot attelé, on court au trot monté, on court jeune, on court âgé, on court petite distance, grande distance. Donc, il nous faut un cheval qui soit quand même assez performant sur l'ensemble de cette exigence du programme. Et je crois que c'est une excellente chose, parce que si on se mettait tous à faire la même chose, soit des 2 ans, soit des chevaux montés ou que des chevaux attelés ou ainsi de suite, là, de toute façon, on aurait certainement des difficultés et on ne serait plus très, très intéressant puisqu'on va présenter toujours le même genre de spectacle. Donc là, le programme actuel, aujourd'hui, français, qui nous amène des chevaux de 2 ans à 10 ans sur des grandes distances, sur des petites distances, sur des carrières longues ou des carrières courtes, est à maintenir absolument, et c'est ce qui nous amène des belles courses et une certaine notoriété. Puis un cheval robuste quand même, parce qu'il était essentiel d'avoir un cheval robuste. Pour ce qui est des croisements, le trotteur français a toujours évolué. Il a toujours évolué avec des ouvertures ponctuelles, comme on disait tout à l'heure. Certainement qu'il y en aura peut-être d'autres à venir, pas obligatoirement sur le trotteur américain. On peut peut-être étudier autre chose, mais certainement qu'il y a une évolution à avoir, parce que pour l'instant on ne tourne pas en consanguinité, pas du tout, on en est même assez loin, puisqu'on a un éventail d'étalons important. Mais il faut prévoir, l'élevage c'est long, il faut prévoir à peu près 10 ans, 15 ans à l'avance ce qui va se passer. Donc à partir de là, et certainement que la réflexion d'aujourd'hui amènera le trotteur de demain. Tout à fait. Merci Joël de votre témoignage et félicitations. S'il y a des questions aux uns comme aux autres qui nous ont passionnés par leurs propos, vous avez la parole avant de clore ces 3 matinées de débat. C'est votre dernière chance aux uns aux autres. Profitez-en. Ou ça veut dire que nos orateurs ont tous été très clairs ou trop clairs. Une question de notre observateur anglais qui est un assidu. Dr Ricard, merci beaucoup pour une très bonne présentation. I was very interested and a little amused when the first thing you showed was a picture of an Icelandic pony. For about 40 years, at the end of the 19th century and the beginning of the 20th, the Icelandic pony was a very important racehorse in Britain and Ireland. They were extremely popular and very valuable. They raced as pacers, in sulkies, wearing hopples. But my father told me that when they came over in the boatload from Iceland, they were tried immediately. And the ones that could make racehorses showed it immediately, and the ones that didn't never made it. It was either a complete either or. And my father, who was involved at the time, and my grandfather and other people could never understand this. But of course they didn't have the genetic research. The AAs obviously made it, and the ACs and the CCs didn't. The Icelandic ponies
horses were crossed with standardbreds, and the first horse that my father won a race on was half Icelandic, half American. But that breeding gradually finished, and we relied totally on the Americans. But in the late 1970s and early 80s, we exported a horse called the Saddler to America. And he wasn't very big, but he was a very, very good horse, especially on a half-mile track. And by about 1982, he had won about $600,000. And his great-grandmother was an Icelandic mare. So he obviously inherited the AA gene from his great-grandmother. It's a very interesting period in British racing. But thank you very much for your wonderful presentation. Merci à vous de votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres interventions? Monsieur Chartier. Merci bien. Je voudrais poser une question que j'avais évoquée lors de la cérémonie d'ouverture, qui concerne plus particulièrement la table ronde de ce matin. Il me semblait important de savoir quelle était la position américaine sur les problèmes de lutte contre le dopage. Vous savez que nous avons un règlement commun, auquel je tiens beaucoup, qui prévoit une absence de tolérance, même si nous devons tous respecter des seuils de détection, c'est bien certain. Et nous avions vu en 2011, lors de la conférence à Jersey City, que du côté américain, les choses n'étaient pas parfaitement claires. S'il y avait une tendance à rejoindre cette position de la tolérance zéro, en revanche, certains défenseurs de la médication, notamment du Lasix, déclarés, continuaient à avoir voix au chapitre. Dans ces conditions, il me semble important de savoir si aujourd'hui nos amis américains vont plutôt dans un sens de durcissement de la réglementation, c'est-à-dire rejoignent pratiquement l'ensemble des pays membres de cette conférence, ou s'ils sont toujours sur une position beaucoup plus, je dirais, laxiste, hein, même si le terme risque de les irriter quelque peu. Je pense que la question appelle une réponse de la part effectivement de l'USTA. Je cherche son représentant, voilà leurs représentants qui sont derrière et qui vont pouvoir s'exprimer sur le sujet. Well, this was a question asked the first day of our meeting in New York, so I've had about 2 years to think about it. Our position is pretty much the same as it is worldwide. We're against all kinds of doping. We have one exception. We believe Lasix is a good drug. We believe it is good for the horse. And other than that, we don't have any disagreements. We happen to believe it's good. I know the Europeans, or at least the French, think it's bad. But neither one of us is going to change our position. And the USTA's position and the American position, both thoroughbred and harness at the present time, is that Lasix is a valuable drug. And in our position is actually that the rest of the world should be using it. That's our position. Au moins, la réponse aura été claire à une question claire. On notera quand même qu'il y a du chemin à faire, parce que le but de ces conférences est d'arriver à des stratégies communes, et qu'il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire pour rapprocher vos positions. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Jag skulle vilja tacka. I'm from Sweden. No, I'm from Norway. My name is Anders Järneroth. But I'm going to take my question on Swedish. Jag skulle vilja tacka Dr. Anne för en fantastisk föreläsning. I think it's going to be translated. It's okay? Okay. Och det här är ganska ny forskning. Och jag tänkte höra, hur ska ni fortsätta och kommer ni samarbeta med det svenska teamet i framtiden? Merci. Je pense que le président de Beleg.
Non, je voulais... Il n'y avait pas de réponse, de question. Non, je voulais seulement dire la chose suivante. C'est que tout à l'heure, on se posait la question, on disait que l'élevage était une affaire de passion, et j'en suis intimement convaincu. Je veux dire, peut-on rester dans la passion lorsqu'on transforme tout en équation ? Je pense que c'est une vraie question. On peut concevoir que des éleveurs importants se donnent à une spéculation scientifique pour avoir des résultats meilleurs. Mais si on s'adresse à 3 000, 5 000, 10 000 éleveurs potentiels, je pense que la seule chose qui peut les motiver, c'est effectivement la passion. Et la passion, c'est par la vue du cheval et par le spectacle qu'il offre et par les performances qu'il obtient. Et on en revient, j'allais dire, à la dernière intervention, c'est-à-dire celle de M. Allais, qui, lui, fait de l'élevage avec ses yeux, avec sa passion, excusez-moi, je vais être trivial, avec ses tripes. Et je pense que c'est ça le succès de l'élevage. Merci, Président. Nous allons donc conclure sur vos propos. Je repasse la parole à Guillaume et à très bientôt. Merci Madame, merci Messieurs pour cet exposé, cette table ronde consacrée à l'élevage. Je vous remercie tous d'avoir participé à ces différentes séances plénières depuis mardi matin. Vous allez avoir une après-midi libre cet après-midi il fait beau, pour visiter Paris encore une fois, ou pour travailler pour les présidents de commission qui vont commencer tout de suite d'ailleurs, puisque à la demande de M. Édouard Trenel, le président de la commission Constitution, il est demandé aux membres de cette commission de pouvoir se réunir environ 10 minutes à 15 minutes dès maintenant dans la salle San Diego qui se trouve juste en face de l'autre côté du patio avant d'aller déjeuner. Voilà, merci beaucoup. Je crois que je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Et puis rendez-vous ce soir, 19h, dans le hall de l'hôtel. Voilà, pour partir et dîner au Lido, qui, je vous le rappelle, se trouve à 200 à 300 mètres à pied depuis l'hôtel. Merci. Merci à tous.